Depuis la rencontre du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde à Washington, aux États-Unis d'Amérique, des missions du FMI sont régulièrement reçues à Kinshasa, conduites par le conseiller au département Afrique Mauricio Villafuerte. Une délégation du Fonds monétaire international a échangé en scellé avec le président de la République sur des sujets relatifs à la manière dont les FMI va accompagner la RDC dans ses efforts pour le redressement de l'économie du pays. Un pas a déjà été franchi dans le rétablissement de relations avec le Fonds monétaire international. Nous avons préparé un rapport pour notre conseil d'administration et fait des recommandations pour les futurs en ce qui concerne l'assistance technique et financière sur base du travail fait sur le terrain, a dit en substance le conseiller au département Afrique du FMI au sortir de l'entrevue. La mission a venu en réponse précisément les entretiens que le président de la RDC a eu avec Mme Lagarde, la directrice générale du FMI. Et l'objet était de conduire une évaluation, faire un état de l'économie et des politiques macroéconomiques et les perspectives de court et moyen terme. Et aussi analyser les réformes, les plans pour réformes structurelles dans le domaine de gestion des ressources publiques, la gouvernance économique et le climat des affaires. Les embouteillages sont une monnaie courante à Kinshasa. Mais quand on fait face à un blocage monstre de la circulation jusqu'à perdre des heures et des heures, ça devient un phénomène. Tôt le matin de ce mardi 4 juin, voici à quoi a ressemblé le boulevard Saint-Louis et l'avenue 24 novembre au niveau de la SANEF. Les automobilistes sont soit stationnés, soit en mouvement, mais à pas de tortue. Face à ces phénomènes, les usagers donnent des explications diverses avec des responsabilités partagées. Les morales de personnes qui sont dans le taxi, tout ça, je pense que, est-ce que ces gens-là méritent au moins d'être sur les chaussées? Parce qu'ils n'ont reçu aucune formation. C'est d'abord ça le premier élément. Comment ça, ma route secondaire? Ils sont tous contre la route secondaire. Si ma besoin. Il faut des routes secondaires. Nous, les chauffeurs, on n'est pas responsables des embouteillages. Nous attendons la fin des travaux qui s'effectuent sur le terrain. La solution sera trouvée. Des voies secondaires, oui, et pourtant, même sur le boulevard, on observe le même scénario. Voilà. La police de circulation routière ne fait pas bien son travail et les chauffeurs taximens conduisent mal sur la chaussée. Les embouteillages nous font gaspiller du temps. Puisque tout le monde est très pressé de partir, la grande part des responsabilités revient au service appelé à assurer la régulation et l'ordre sur la voie publique. L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo rencontre la présidente de l'Assemblée nationale au moment où se mettent en place les organes techniques et consultatifs de la Chambre basse du Parlement. Pour François Pujolas, l'avènement de l'honorable Janine Mabunda Dioko à la tête de l'hémicycle relance un nouveau regard du partenariat entre son gouvernement et les institutions congolaises dans leur ensemble. La France souhaite développer un partenariat confiant et global avec la République démocratique du Congo. Qui dit global dit qu'il s'adresse à tous. Et effectivement, nous avons un dialogue constructif avec les autorités de l'exécutif congolais et je crois qu'il est important d'avoir aussi une relation privilégiée avec le Parlement et singulièrement avec l'Assemblée nationale. Donc j'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale d'évoquer les priorités qui étaient les siennes, alors qu'elle vient de prendre, j'allais dire, la direction de cette Assemblée. Nous avons constaté que sur un certain nombre de priorités, il y avait certainement matière à développer des échanges, voire des coopérations, à la fois thématiques, sur des sujets qu'ils soient politiques ou économiques, qui contribuent tous à un développement durable de la République démocratique du Congo, et puis à la vigueur renouvelée de notre partenariat
Nous avons en particulier évoqué aussi, c'est ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, des échanges plus nourris qui pourraient, dans un avenir proche, se développer entre l'Assemblée nationale de la RDC et l'Assemblée nationale française. Les deux personnalités ont salué cet élan d'amitié qui annonce les couleurs d'une diplomatie parlementaire bien renforcée. Les institutions d'appui à la démocratie doivent être contrôlées par le Sénat, au même titre que le gouvernement, les entreprises publiques et les établissements et services publics. C'est l'une des innovations majeures apportées par la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, commission qui a présenté son rapport ce mardi à l'Assemblée plénière. Cette innovation se justifie par le fait que ces institutions reçoivent des fonds du pouvoir central et qu'elles sont soumises par la loi au contrôle parlementaire. Article 27, 28 nouveaux. Pour plus de clarté, votre commission spéciale a reformulé l'alinéa 1er de cet article comme suite. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement intérieur, les fonctions de membres du bureau du Sénat prennent fin par démission, empêchement définitif, perte du mandat de sénateur conformément à l'article 110 de la Constitution. Quant au statut du sénateur à vie, il est dispensé des obligations auxquelles est tenu le sénateur élu. Il est de droit membre de toutes les commissions permanentes et sous-commissions ainsi que de tous les groupes provinciaux. Le sénateur à vie est soumis à toutes les incompatibilités prévues par la loi, sauf qu'il peut exercer les fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la RDC est membre. Le rapport a été adopté en attendant des amendements écrits pour l'adoption du règlement intérieur qui constitue le dernier virage avant l'installation du bureau définitif. L'Assemblée plénière a par ailleurs pris acte de l'invalidation d'un sénateur par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Manda Muyamba, remplacé par Ilunga. Une autre innovation, les assistants parlementaires font partie du personnel politique. L'événement est de taille de par sa grandeur, à la fois politique, sociale, même géographique. Donc, c'est dans un état d'esprit d'une satisfaction totale du travail abattu que le coordonnateur du comité d'organisation des obsèques de l'icône de l'opposition congolaise, le premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé il y a de cela 2 ans, que le coordonnateur Lucien Singa a brossé globalement le déroulement des activités relatives. 3 mois de travail d'arrache-pied ont suffi à ces comités de démontrer son efficacité sur le plan organisationnel. Il faut toujours partir sur la base légale de ce que nous avons ici. Qu'est-ce que la loi nous dit par rapport aux anciens premiers ministres? Il existe en effet un décret de 2018 qui stipule clairement les droits et les devoirs et les avantages de ce que peut bénéficier un Premier ministre. Et c'est sur base de ce décret-là qu'on a fait appel au trésor public pour pouvoir budgétiser un montant. Le montant qui avait été budgétisé initialement, c'était un montant de 2,5 millions. Et vous êtes tous au courant de ces 2,5 millions, mais en réalité, il n'y a que 1,5 million qui a été décaissé. Et sur ces 1,5 million, vous connaissez la rigueur du président par rapport au budget. Ce qui avait été décidé finalement, vu on est bantou, les gens se sont sentis concernés par le fait de rapatrier le corps de Premier ministre ici en République démocratique du Congo. La plupart des citoyens, des organismes, ont décidé de faire des dons pour que nous puissions tout simplement organiser les obsèques du Premier ministre. Lucien Singa a tenu à préciser que le choix porté à sa modeste personne par le chef de l'État n'est pas un fait tiré au hasard, car il n'en est pas à sa première expérience. Nous disons que le problème est double. Nous avons affaire à un ancien Premier ministre, mais dont le fils est chef de l'État. Il y a une loi, la loi elle est claire, le décret il est là, et on a fait ce qu'on a fait, c'est en fonction des avantages et de droits qui sont liés à un ancien chef du gouvernement. La mission que le chef de l'État m'a confiée, c'était de faire en sorte que la dépouille du Premier ministre puisse tout simplement revenir sur le sol congolais et que nous puissions faire quelque chose de manière sobre mais dignement.
Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo Pongo, et les gouverneurs de province ont passé en revue quelques questions préoccupantes de l'actualité brûlante dans nos différentes provinces, notamment celles relatives au coût de frais de participation des élèves finalistes à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2018-2019. Matière relevant de la compétence de province, le vice-premier ministre Aïe Basile Olongo Pongo a chargé les gouverneurs de faire usage de leur pouvoir. Nous avons passé en revue la question de frais de l'enseignement, puisque le chef de l'État a souhaité que l'enseignement soit gratuit. Et nous avons pu entendre du ministre en charge de l'EPSP, celui qui assure l'intérim, que l'organisation, en tout cas par exemple pour ce qui concerne les FENAFET, a évolué très bien. C'est une question, je crois qu'il faut vraiment les états généraux de l'enseignement et pouvoir mobiliser les fonds nécessaires qui permettront à ce que l'État prenne en tout cas et les enseignants et l'enseignement en charge. Séance tenante, l'entretien s'est aussi apaisanti sur l'épineux dossier de sécurité dans certaines provinces en proie à la violence. Nous avons parlé aussi des problèmes de sécurité, notamment la résurgence de l'insécurité dans la partie de Djougou et de Mahagi en Ituri. Et pour cela, le vice-premier ministre a partagé aussi ces différentes réunions et nous aussi par rapport en tout cas à l'état-major des FARDC qui est en train d'abattre un travail, mais aussi par rapport au dialogue que nous avons entrepris à travers les chefs locaux avec un calendrier fixe que nous avons traduit en tout cas pour que dans les 10 jours nous puissions vraiment désolidariser la population envers ces assaillants. Dans cette dernière séance plénière de la session du mois d'avril 2019, les conseillers de la République ont adopté 2 préavis. D'abord, le préavis sur la gestion des ressources forestières et ensuite le préavis sur la formation technique et professionnelle. Le conseiller de la République de la Commission Environnement et Ressources naturelles commence par présenter les préavis sur l'état des lieux des différentes forêts de la République démocratique du Congo. Après les échanges, l'Assemblée a déclaré recevable ces préavis et renvoyé à la Commission Environnement pour enrichissement et dernière retouche avant son adoption par l'Assemblée générale. Un autre préavis adopté est celui de la formation technique et professionnelle présenté par la Commission Éducation, Formation et Emploi. Enfin, les conseillers de la République ont adopté les différents procès-verbaux des 5 séances plénières et ensuite entretenu des échanges sur les différentes questions d'actualité. En l'occurrence, notons que cette plénière était présidée par le président Jean-Pierre Kiwakana ce lundi 3 juin 2019. D'entrée de jeu, le ministre des Finances, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, a fait le point sur l'évolution de la situation macroéconomique et financière de la République démocratique du Congo depuis les dernières consultations du Fonds monétaire international. Et pour ces consultations de 2019, 4 thèmes ont été choisis en raison de leur pertinence et surtout de leur concordance aux priorités du chef de l'État. Il s'agit de maintenir la stabilité macroéconomique grâce aux politiques budgétaires et monétaires appropriées, d'améliorer la gouvernance, notamment par la lutte contre la corruption, d'assurer la viabilité de la dette publique dans un contexte d'accroissement des investissements publics, notamment dans les infrastructures, et de promouvoir la compétitivité de l'économie tout en améliorant le climat des affaires, et cela en vue d'assurer une croissance économique inclusive. Pour le directeur des cabinets du chef de l'État, M. Vital Kamere, l'objectif du gouvernement est de diversifier l'économie nationale. Il faut considérer d'abord que les premiers responsables de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous ne devons pas nous voiler la face, c'est l'État dans lequel se trouve l'État congolais aujourd'hui. L'État apparaît comme un obstacle au décollage du pays et même à l'augmentation des investissements dans notre pays.
cause des tracasseries, à cause de la faiblesse des institutions qui sont censées sécuriser tout le monde ou faire justice ou sécuriser nos frontières. Ici, je vois l'armée où nous devons faire des réformes importantes. La police nationale, la justice bien sûr, qui est la colonne vertébrale de tout un état de droit, et l'administration publique. Il s'est de signaler que cet atelier est la résultante de l'entretien en avril dernier entre la présidente du Fonds monétaire international et le chef de l'État. La Société nationale des hydrocarbures du Congo, la Sonahydrac SA en sigle, annonce avoir conclu, après plus d'un an des négociations avec la société FTL SA, un partenariat exclusif et stratégique pour renforcer ses attributions légales lui accordées par la loi numéro 15/01 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Les deux sociétés saluent la démarche des activités, fruit de ce partenariat pour développer la logistique pétrolière en RDC par l'arrêté interministériel portant mesures de renforcement de la participation de la Sonahydrac SA dans les activités de l'aval pétrolier en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, les deux partenaires ont été soutenus et accompagnés par le ministre des Hydrocarbures, une descente sur terrain afin de visiter les différents sites du projet SIS, entendez Système intégré de transport et de stockage sud dans la province du Haut-Katanga. Projet qui nous a été soumis par FTL, étant donné que ce projet c'est pour un pipeline ici à Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi, jusqu'à Kassi même. Et ce projet va faire en sorte que on puisse avoir un gain dans le temps pour les remorques qui viennent ici, les gros camions. Et puis il va y avoir un gain aussi dans la mesure où ça va créer de l'emploi. Parce que là-dedans, il y a la Sonahydrac, qui est notre société nationale, qui va avoir une part importante. Le SIS concerne le premier projet du partenariat et comprend un nouveau terminal pétrolier à Kaniaka, Lubumbashi, avec une capacité de 66 000 m3 de stockage, un nouveau pipeline de 70 km pour le transport des produits pétroliers entre les terminaux pétroliers de Kasumbalesa et Kaniaka. Ce projet apportera des améliorations et optimisations importantes au niveau de la logistique pétrolière dans le sud de la RDC, entre autres la réduction des coûts de carburant et augmentation des revenus pour l'État, la réduction du transport par camion-citerne de produits classés dangereux, la garantie des contrôles des flux de carburant et la qualité des produits pétroliers à l'entrée du pays pour mettre fin à la contrebande et à la fraude fiscale, la création d'un complexe sous douane afin de fluidifier le coulage de produits pétroliers, la création du stockage stratégique à travers les attributions légales de la Sonahydrac SA. La Sonahydrac SA et FTL Pipeline SA ont déjà signé plusieurs accords pour la mise en place des structures d'entreprise nécessaires à l'exécution des projets et des opérations du partenariat exclusif. 4 juin 1971 et 4 juin 2019, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, jour pour jour totalise 48 ans d'âge. La Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, dont il est initiateur, a pris la direction de l'échangeur dans la commune de Limete, site où est érigé les monuments de Lumumba pour célébrer l'anniversaire de celui qu'ils appellent affectueusement Raïs, et surtout lui témoigner gratitude, fidélité pour les sacrifices endurés et les services nobles qu'il a rendus au peuple congolais pendant son règne. Et la jeunesse du PPRD s'est approprié ces jours, les jours où est né un bâtisseur, Joseph Kabila Kabange, et nous avons voulu honorer ces jours à la place où nous commémorons notre héros national, qui est mort trop jeune aussi. Et vous conviendrez avec moi qu'il y a le sang des nationalistes et des patriotes qui coule dans le veine de Joseph Kabila Kabange. Pour donner une plus-value à ces jours d'anniversaire de Joseph Kabila Kabange, les jeunes militants se sont organisés pour rendre propre ce lieu historique. Voilà toute la symbolique qu'il faut donner à ce geste patriotique. Nous, à travers l'anniversaire de notre
président national, Joseph Kabila Kabange, nous avons voulu non seulement fêter, mais travailler. Parce que nous disons qu'il faut travailler pour résoudre nos problèmes. Raison pour laquelle, de manière pédagogique, nous lançons ces messages que le Quinois, tous derrière le gouverneur Jean-Tini Ngobila, nous puissions lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Au quartier général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, dans la commune de la Gombe, l'émotion était à son comble. Les militants n'ont pas retenu leurs larmes pour manifester amour à Joseph Kabila Kabange. C'est 4 juin 2019, jour de son anniversaire. Ici, des hommages ont été aussi rendus à l'homme et qui a la passion du Congo. Le 4 juin, anniversaire de Joseph Kabila, président national du PPRD. C'est le jour où nous avons décidé pour installer la structure de notre cellule Vie et Espérance. Parce que nous croyons à la survie le plus longtemps possible sur la terre de Joseph Kabila. La loi numéro 16-005 du 15 juillet 2016 donne à la Caisse nationale de sécurité sociale le prérogatif de percevoir et de payer les prestations sociales. Cet établissement public s'y a fait et se conformait à la loi. Des employeurs ont récupéré les dus au profit de leurs travailleurs. Des chèques consécutifs aux allocations familiales ont été endossés. Cette loi a été promulguée il y a près de 2 ans par le chef de l'État et mise en vigueur il y a à peine une année. C'est un grand défi pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Il n'y avait que les travailleurs qui étaient sous le coup de code du travail qui ont bénéficié. Mais aujourd'hui, on a élargi le champ. C'est le travailleur qui est bénéficiaire de ces enfants qui sont éligibles. L'obligation est faite à tout employeur de reverser la part des prestations sociales à la caisse et celle-ci, à son tour, le paye aux travailleurs. Soit 8 000 francs au prorata du nombre des enfants en âge scolaire et réellement scolarisés. Au total, 24 000 francs par enfant et par trimestre. Évidemment, c'était un rêve de dire que SNCS va nous rétrocéder à chaque trimestre quelque chose sur les allocations familiales. C'était un rêve, mais là c'est une réalité. Je viens de vivre ça. J'ai le chèque listing de ceux qui se sont mis en ordre par rapport aux recommandations faites par la SNCS. Une façon de dire que ce n'est pas de l'argent jeté. Maintenant, on commencera à récolter quelques fruits de ces efforts que nous faisons et le rêve est devenu une réalité. Depuis cette réforme, le travailleur congolais est en phase d'être pris en compte et s'assurer de bénéficier des allocations familiales. Ce protocole d'accord conclu entre la radio-télévision nationale congolaise est représenté par son directeur général, M. Ernest Kabila Ilunga, et l'agence russe d'information en ligne va porter sur l'échange de services et l'assistance réciproque. Les relations entre les 2 organes de presse, l'un audiovisuel et l'autre en ligne, devraient être régies par ces protocoles d'accord. Les 2 parties étaient visiblement satisfaites de cet accord. Un grand pays d'Afrique, et surtout au centre de l'Afrique, avec toutes les potentialités que la RDC a, qui sont presque identiques aux potentialités de la Russie, nous avons estimé que c'est à nos médias de pouvoir vendre ces 2 pays. Et surtout de les rapprocher davantage, puisqu'ils sont déjà proches depuis belle lurette. Ils travaillent sous la tradition qui fait à ce que la Russie, partout où elle est, qu'elle parvienne à défendre la RDC, et il en sera de même aussi pour la RDC. Et comme c'est nous médias qui avons ce pouvoir de vendre nos débits, il est question à ce que nous soyons en partenariat, de sorte à ce que nous puissions aider ces pays à se côtoyer mutuellement, à affermir nos liens commerciaux, nos liens politiques, et que sais-je encore, envie de tisser un protocole digne de son nom et qui date de très longtemps. La délégation de la RTNC a visité le Kremlin, symbole de la puissance russe, ainsi que l'Université de l'amitié des peuples.
Les étudiants congolais de cette université ont reçu les encouragements et les exhortations du DG de la RTNC qui les a appelés au don de soi, au travail bien fait pour qu'un jour ils soient utiles au pays après leurs études. Le peuple russe a donné à une grande institution universitaire les noms de notre héros national Patrice Emery Lumumba. C'est un grand signe d'amour et un signe éloquent qui n'est plus à démontrer de la manière dont nous devons aussi nous comporter vis-à-vis de ce peuple. Puisqu'il faudrait qu'il y ait réciprocité de fait. Moi, je pense bien que même nos étudiants qui sont ici sont déjà revêtus du patriotisme qu'était revêtu Lumumba. Et nous aurons demain le lendemain d'autres Patrice Emery Lumumba au travers eux. Voilà une fierté pour nous de trouver aussi les nôtres au sein de cette grande institution universitaire.